Cette année, nous avons connu l'été le plus pluvieux depuis le début des observations. Le fait de ne pas devoir irriguer notre jardin est idéal naturellement, mais bien sûr, pour les maladies fongiques, c'est le biotope idéal pour se développer. Comment allons-nous protéger nos plantes de manière préventive contre les maladies? Surtout les maladies fongiques, mais aussi les insectes suceurs et broyeurs. Tout d'abord, nous avons le purin de prêle, dont nous allons récupérer le jus et le diluer avec de l'eau, 1 pour 10. Voici le purin d'ortie, également le même système, ne jamais l'utiliser pur, toujours le diluer avec de l'eau. Ensuite, nous avons les nématodes. Ils sont idéaux en fait, ce sont des vers microscopiques. Nous les dissolvons d'abord dans l'eau, puis nous les diluons pour les mettre dans un arrosoir. Et avec l'arrosoir, nous allons arroser la zone. Comment procédons-nous avec notre purin? Nous prenons 1 kilo aussi bien d'ortie que de prêle pour 10 litres d'eau. On le verse ensuite dans un seau et après quelques jours, il commence à fermenter. Puis on voit des bulles d'air, des bulles de gaz, c'est-à-dire du dioxyde de carbone qui s'échappe et cela commence à sentir. Remuez régulièrement afin que le mélange soit bien homogène. Et après 1 ou 2 semaines, lorsque les bulles de gaz auront disparu, le produit sera prêt. Et puis, on le filtre. On le fera plus tard. Certains ajoutent aussi un demi-kilo de sucre. Que se passe-t-il alors? Le sucre contenu dans le mélange en fermentation est transformé en alcool et en gaz carbonique. Le gaz carbonique s'échappe, ce sont des bulles de gaz, mais l'alcool est en fait un poison pour les insectes suceurs et broyeurs. Il sera alors encore plus efficace pour protéger vos plantes des poux ou des scarabées. Les sucres résiduels qui subsistent créent un effet collant. Car quel est le problème avec ces remèdes biologiques? Chaque fois qu'il pleut, ils sont emportés. En ajoutant du sucre, cela devient plus collant et adhère mieux à la feuille. Ce que nous allons faire maintenant, c'est faire attention. Nous avons donc un tamis ici, avec un bas de nylon attaché à celui-ci, qui sert à attraper toutes les particules solides. Parce que si nous mettons ensuite le liquide dans un pulvérisateur, la buse du pulvérisateur risque de se boucher. Grâce au bas de nylon, tous les solides sont arrêtés et nous ne recevons que le liquide. Nous allons le faire avec prudence maintenant car cela pue énormément. Voilà, c'est filtré. Cela n'obstrue plus la buse et cela a la propriété de contenir de la silice. L'acide salicique qu'elle contient va renforcer la paroi cellulaire de la plante et de plus, il va déposer une pellicule sur la feuille afin que les insectes ne puissent pas la traverser. Nous utilisons ces propriétés pour protéger nos plantes délicates et cultivées contre les maladies et les fléaux. Maintenant, voici le reste de notre prêle des champs que nous pouvons très facilement incorporer au tas de compost. Ce n'est pas parce que la plante a déjà cédé certaines de ses propriétés qu'elle n'a plus d'utilité. Elle peut parfaitement rejoindre le tas de compost. Elle peut même être utilisée comme paillage et cédera également certaines de ses puissantes propriétés au sol. Nous avons donc maintenant notre élimination naturelle ici avec le purin. Nous allons traiter nos tomates avec le purin de prêle dans une proportion de 1 volume sur 4. Nous allons donc remplir notre pulvérisateur pour 1/4 maintenant. Je vais utiliser mon entonnoir pour cela afin de ne rien gaspiller. Voilà, et on remplit le reste avec de l'eau claire. Pourquoi une eau claire? Pour éviter que des particules de saleté obstruent notre buse. Voilà, comme ceci. Maintenant, on le visse. Et on pompe l'air dedans.
Lorsque vous pulvérisez, il est très important de commencer par le faire du bas vers le haut. Pourquoi? Parce que la plupart des champignons se situent sur la face inférieure de la feuille. Et si vous pulvérisez par le haut, vous allez humidifier la feuille, mais les parties de la face inférieure de la feuille ne seront pas atteintes. Et vous allez donc perdre en efficacité. Mais j'ai un ami qui est spécialisé en fait dans la culture de tomates résistantes, c'est-à-dire de tomates qui résistent au mildiou de la tomate. Et c'est une autre histoire dont nous pouvons apprendre beaucoup afin d'éviter les échecs à l'avenir. Guy, merci de nous recevoir. Parce que vous êtes un enseignant retraité de l'école d'horticulture. Qui de mieux que vous peut nous aider dans notre recherche de variétés résistantes? Je vous donne donc la parole. Eh bien, les tomates résistantes aux parasites font partie de la solution pour pouvoir cultiver des tomates à l'extérieur, en fait. Vous n'avez pas besoin de pulvériser, je ne l'ai même pas fait une seule fois cette année. Et pourtant, vous verrez tout à l'heure que les tomates peuvent être cultivées à l'extérieur. C'est possible, mais il faut se contenter des tomates rouges. Il est vrai de la taille d'une tomate cerise sont possibles, bien rondes ou ovales. Ou vous pouvez bien sûr opter pour une tomate cocktail d'environ 8 cm. Et oui, de maturation un peu plus tardive, également en rouge. Donc, celles-ci sont également possibles. Oui, Guy, tout cela est très bien, mais la question qui se pose maintenant est la suivante. Où pouvons-nous obtenir ces espèces, plantes ou graines? La question est la suivante. Comment pouvons-nous également mettre des tomates résistantes aux parasites dans notre jardin l'année prochaine? Entre autres, Primabella, les 3 plantes qui sont devant ici, ce sont les plus faciles à trouver. La Primabella est une variété qui garantit la pureté variétale et une sorte de tomate cocktail ou une très grosse tomate cerise. Elles garantissent la pureté variétale, donc, si vous connaissez quelqu'un qui possède cette variété et que vous lui prenez une tomate, eh bien, si vous enlevez les graines et que vous les laissez devenir un bon rouge foncé, vous avez aussi cette pureté variétale. Les autres variétés, si vous êtes plus fan des grosses tomates, sont des hybrides, et vous devrez faire un peu plus d'efforts pour les trouver. Mais si vous connaissez les noms, Menthe rouge, par exemple, est une tomate charnue assez grosse. Et pour moi, la Damsel est aussi l'une des meilleures. Une grosse tomate charnue, raisonnablement productive, aussi normalement saine, très résistante au mildiou. Et c'est aussi l'une des plus savoureuses. Mais on ne prépare pas seulement des tomates, on ne les mange pas seulement fraîches. On a aussi besoin de tomates pour les sauces et les potages. Et alors, cela ne vous dérange pas que certaines soient moins juteuses, ou un peu moins sucrées, ou un peu plus acides. Je suis particulièrement favorable à la plantation de plusieurs variétés. Donc ici, on n'a pas seulement une variété. Il y a 10 variétés différentes ici. Et si l'une de ces variétés dites résistantes devait disparaître, eh bien, ce ne serait pas un problème, parce qu'il en resterait encore beaucoup d'autres saines. Elles ont été plantées début mai, après le gel, c'est ça. Je suis très bien les prévisions météorologiques. Maintenant, ces plantes étaient bien endurcies. Je les ai cultivées moi-même. Et elles tolèrent en fait un peu de gel. S'il gèle encore, elles peuvent le supporter. Le 5 mai, c'est assez tôt. Certaines personnes attendent après les saintes glaces le plus souvent. Moi, je n'ose pas attendre aussi longtemps, car alors les plantes deviennent trop grandes. Et j'aime que mes premières grappes soient aussi basses que possible. Il y a des gens qui attendent jusqu'au 15 mai, lorsque la première grappe se situe à 1 demi-mètre du sol. Mais je les aime un peu plus bas, comme vous pouvez le voir ici avec la Primabella. Elles doivent être quasi proches du sol, donc autant de grappes que possible. Elles ont donc été plantées début juillet, très tard. J'avais en fait commencé à cultiver ces plantes au début du mois de juin, en prévision d'un été humide pour les tomates. Et je les ai donc plantées ici aussi, de façon également très espacée.
N'est-il pas conseillé de poser un toit de toute façon? Pour les variétés résistantes aux parasites, ce n'est normalement pas nécessaire. En plus des astuces que vous avez déjà mentionnées, une grande distance de plantation, enlever les feuilles suspectes à temps, enlever les feuilles qui touchent le sol, enlever aussi quelques feuilles au-dessus des grappes inférieures pour que le soleil puisse aussi atteindre les fruits, et cela à partir du mois d'août, fin septembre, pour que le soleil puisse briller directement sur ces fruits. Si vous enlevez les feuilles trop tôt et qu'il y a une vague de chaleur, vous aurez plus de chances de subir des coups de soleil. Et vous risquez aussi d'avoir des cols verts. Maintenant, ces espèces n'ont aucun problème de col vert. Que sont les cols verts? Le col vert est le phénomène où la partie supérieure a un aspect vert foncé. Vous pouvez très bien le voir ici. Ici, sur ce fruit. La partie supérieure est très foncée et la partie inférieure est plus claire. Avec les variétés plus anciennes, c'est perceptible. Et vous pouvez alors avoir une couche verte très dure au sommet. Ici, il n'y a certainement aucun problème. Vous pouvez les manger jusqu'à la tige. Elles restent savoureuses, mais vous devez enlever quelques feuilles à temps. Maintenant, je vois quand il pleut, il y a une petite cavité ici et l'eau y stagne. Ce n'est pas un problème? Oui, c'est un problème. Et elles peuvent alors se fissurer plus facilement à cet endroit. Oui. Ce sont surtout les grosses tomates charnues qui en souffrent. Les tomates un peu plus petites, les tomates cocktail, ne souffrent pas de ce phénomène de fissures sur la peau autour du pédoncule. L'eau s'écoule simplement, mais les tomates les plus épaisses en souffrent, elles, oui. C'est pourquoi 2 fois par semaine, dès que les tomates sont à peu près de cette couleur, qu'elles deviennent un peu rouges, je commence à les cueillir. Mais ça ne fait rien avec celles-là. Les oiseaux, quand elles sont complètement rouges, eh bien, ils vont leur faire des dégâts. Et les escargots, n'en parlons pas. Ils les mangent aussi. C'est pourquoi, à partir de la fin du mois d'août, lorsqu'elles deviennent un peu rouges, il faut les cueillir pour éviter qu'elles n'éclatent, ici tout autour. Maintenant, si vous les cueillez à temps, elles ne pourriront pas. Si vous les laissez devenir complètement rouges, et qu'il y a des fissures dedans et que l'eau reste dedans, alors elles commenceront à pourrir ici après un certain temps, oui. Ce n'est pas le mildiou des tomates, ce ne sont pas les Phytophthora. C'est juste un champignon bénin et désagréable qui s'attaque à la tomate. Mais quand on sait qu'elles sont généralement cultivées sur de la laine de verre et de l'eau avec une fertilisation chimique, alors on sait ce qu'il en est. Ici, en pleine terre, elles peuvent pousser lentement, mûrir lentement. Avec du compost, avec de l'herbe coupée, avec du paillage, avec amour, avec la lumière du soleil quand il n'y en a pas assez, avec de la pluie. Pas besoin d'arroser cette année, c'est l'un des avantages. Eh bien, nous revenons de chez Guy. Maintenant, nous allons passer à un autre remède. Ceci est le purin d'ortie. L'ortie est connue de tous, on la trouve partout, mais elle est très riche en azote. C'est donc non seulement un remède contre les insectes suceurs et broyeurs, mais aussi un merveilleux engrais pour votre plante, car elle contient beaucoup d'azote. Presque toutes les plantes aiment l'azote, sauf les oignons et les haricots. Vous ne devez absolument pas l'appliquer à cet endroit. Nous allons le faire avec précaution maintenant, car cela sent très très fort. Cela contient également beaucoup d'azote, ce qui en fait un engrais idéal pour toutes les plantes vertes, à l'exception des oignons et des haricots. À chaque fois qu'il pleut, tout est emporté et il faut recommencer. Avec l'été que nous avons connu très humide,
Il faut recommencer presque tous les jours. Cela demande bien sûr beaucoup de travail. Nous allons ajouter 1/10 de jus d'ortie et le reste, 9/10 d'eau. Voilà. Donc, pas sur les haricots, pas sur les oignons. Pour tout le reste, cela ne peut pas faire de mal. Ici, vous pouvez combattre la mouche de la carotte avec le purin d'ortie. Et en plus, vous verrez que vos plantes seront stimulées. Elles pousseront mieux, car l'azote fait mieux pousser les feuilles. Les carottes n'ont pas besoin de beaucoup d'azote pour le moment, mais vous verrez que lorsque l'infestation des insectes broyeurs aura disparu, vos plantes pousseront beaucoup mieux aussi, bien sûr. Cette année, un été extrêmement humide est un biotope idéal pour le développement des escargots et surtout leur prolifération. Chaque escargot pond des dizaines, voire des centaines d'œufs chaque semaine et en un rien de temps, il y aura une véritable invasion. Et ils mangeront tout. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, les escargots sont vraiment une nuisance dans le jardin. Il existe plusieurs moyens de les combattre. L'une des méthodes les plus biologiques consiste à utiliser des nématodes. Ces nématodes sont emballés, ce sont des animaux vivants, ce sont des vers microscopiques, ils entrent dans la bouche et les ouvertures de l'escargot et ils y pénètrent et détruisent l'escargot de l'intérieur. De plus, ils y pondront des œufs et ils s'y multiplieront. En début de saison, vous pouvez appliquer un traitement avec ces nématodes et ils se chargeront d'exterminer les escargots pour le reste de la saison. Et ils n'auront certainement pas l'occasion de se multiplier. Un tel sac contient 100 millions de nématodes et il faut les garder au frais. Une température comprise entre 4 et 8 degrés Celsius. La date de péremption est inscrite dessus, c'est-à-dire 1 mois. Bien sûr, plus l'application est rapide, plus c'est efficace. Alors, ils sont tous encore très actifs. Nous allons ouvrir le sac. Regardez, c'est une poudre blanche qui ressemble un peu à de la farine. Et nous allons la dissoudre dans de l'eau. Regardez, donc maintenant on va verser 1 litre dans l'arrosoir, voilà. On va remplir le reste. L'entonnoir peut être retiré, on va remplir le reste avec de l'eau claire. En fait, il suffit de calculer la surface que l'on peut couvrir avec un arrosoir. Disons que cela fait 10 mètres carrés, alors il faut 5 arrosoirs pour irriguer 50 mètres carrés. Voilà, aujourd'hui nous avons abordé des choses très intéressantes sur le traitement des maladies. Les maladies et les fléaux, les insectes suceurs et broyeurs, et surtout les champignons dans notre été humide. De plus, vous avez aussi vu qu'il existe des plantes dans la nature qui sont résistantes aux maladies pour que nous devions moins pulvériser. Il y a toujours une solution. La nature nous fournit ces solutions, nous devons juste les utiliser. Merci.